Merci de l'invitation. C'est avec beaucoup d'honneur, honnêtement, que je suis ici avec vous ce matin pour présenter cet état de situation socio-économique de l'Outaouais et de ses territoires. Je vais juste essayer de voir, voilà. C'est important de comprendre que c'est un projet qui ne date pas d'hier. Ultimement, on avait déjà en 2011 réalisé un projet économique de l'Outaouais qui avait été commandité par la Chambre de commerce et le CERO, le Comité économique régional de l'Outaouais. Puis on avait fait à cette époque-là, si les gens s'en souviennent, un forum sur le développement économique de l'Outaouais. On a répété l'expérience en 2014. Encore une fois, je pense que des gens peuvent comprendre qu'il y avait eu beaucoup d'engouement derrière ça. Puis on était même allé à travailler sur un exercice de prospective pour essayer de voir jusqu'où on pourrait penser et imaginer l'Outaouais. J'oserais vous dire qu'un exercice de prospective, c'est toujours un peu particulier, essentiellement parce que ça nous permet de projeter 15-20 ans plus tard, et personne n'aurait deviné qu'effectivement, on aurait une pandémie aujourd'hui. Alors, c'est quand même intéressant de réfléchir à tout ça. Pensons peut-être à 15-20 ans avec d'autres paramètres. Et bien sûr, après tout ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit comment faire en sorte qu'au lieu de relancer le projet à tous les 3-4 ans et toute sur une structure financière pour développer un projet comme celui-là, comment on peut pérenniser cet outil-là, comment on peut aller plus loin. C'était grosso modo l'objectif. On a parlé des mandataires financiers. Je ne répéterai pas ce que M. Bisson a dit. On les remercie beaucoup. Ça a été beaucoup de travail pour mettre ce monde-là ensemble. Mais je vais remercier d'abord et avant tout l'Observatoire, bien sûr. Je serais mal placé pour ne pas le faire, d'autant que j'y étais dès le départ. Mais je vais remercier Chantal Doucet, qui est coordonnatrice à l'Observatoire, qui a travaillé beaucoup sur ce projet-là. Linda Gagnon, bien sûr, qui était de ce projet, et Stéphanie Ayotte. Vous allez voir beaucoup des cartes que Stéphanie a pu travailler avec les données, ce qui fait que ce projet-là est un projet, à mon sens, encore plus intéressant de ce point de vue-là. Il devient beaucoup plus facile à utiliser que nos autres projets auparavant. Alors, il faut que je prenne mon souffle parce qu'il paraît que j'ai juste 45 minutes. Alors, je vais essayer de faire en sorte que j'utilise mon 45 minutes, mais sans vous essouffler vous-même. Alors, l'objectif qu'on avait au départ, c'est de travailler sur l'actualisation de ce portrait-là. Vous comprendrez qu'en 3, 4, 5 ans, les choses changent et c'était important. On voulait aussi augmenter ça en termes de fiches, bien sûr, mais aussi de données, beaucoup plus en phase avec les besoins du milieu. Non pas que ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, on a vraiment travaillé sur cet aspect-là. Vous le verrez un peu plus tard. Alors, on voulait aussi mettre à jour la base de données, mais en continu. On veut faire en sorte que, ultimement, l'Observatoire, dans les prochaines années, puisse travailler à la mise à jour, non pas seulement de ce portrait-là, mais des données régionales qui sont essentielles à notre développement. Donc, on voulait élargir la portée de l'outil avec plusieurs secteurs d'activité économique qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. Et je pense que dans les prochaines années, on pourrait l'élargir encore davantage. Mais ça vous appartiendra. Alors, on a travaillé sur la forme et le contenu. On a des synthèses thématiques qui regroupent les données sur un même sujet, des données larges et qui couvrent tout le territoire. On a probablement une quarantaine de sources différentes qui ont été compilées et on voulait faire que l'outil soit facile à consulter et à utiliser. Si vous avez réussi à jeter un coup d'œil sur les outils que vous avez devant vous, je pense que vous en seriez très, très content. Et pour nous, c'était, à mon sens, un objectif qui a été atteint hors de tout doute. On n'a pas été tout seul à faire ça à l'Observatoire. On a, pour chacun des projets d'ailleurs à l'Observatoire, on a un comité de pilotage sur pied, le comité de pilotage dans le cadre de ce projet-là de l'Observatoire. C'était Luc Lévesque de la Chambre de commerce, bien sûr, qui a piloté ça, mais
on comprendra que le SILEX était là, Île-des-Gatineaux, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, les MRC, Pontiac, Colline de l'Outaouais, Vallée de la Gatineau, la Ville de Gatineau, la SADC, vous voyez tout ce beau monde. Mais en plus, on est allé encore un petit peu plus loin sur ce projet-là parce qu'on voulait vraiment faire attention. Il y a eu toutes les fiches ont été avec l'aide d'une trentaine d'experts dans leur domaine respectif. Donc, une relecture de l'ensemble de ces fiches-là. Je pense que de ce point de vue-là, on ne pouvait pas être beaucoup plus près de la communauté. Je vous dis tout de suite que l'Observatoire a développé deux autres, du moins a développé le portrait des communautés. Donc, c'est des données, c'est une trentaine d'indicateurs, tout dépendant de là où on regarde. C'est 109 communautés de la région, dont 74 communautés à Gatineau, où on est spécifique en fonction des communautés, donc ce qui vient élargir le spectre. Hein. On parle donc des données micro-locales pour le portrait des communautés, on parle de données qui sont des données socio-économiques, bien sûr, sur l'ensemble de la communauté de l'Outaouais, mais aussi on a un troisième projet frontalière de l'Outaouais, où là, on regarde beaucoup plus les données, les interrelations entre l'Outaouais et l'Est ontarien de manière générale. Ces trois outils-là, le dernier sur la situation frontalière devrait être publié d'ici au mois de mars. Donc, on a un ensemble d'outils qui couvrent tout le spectre de ce qu'on pourrait imaginer en termes d'état et de situation pour l'ensemble du projet. Alors, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, le projet, c'est quoi? C'est 23 synthèses thématiques, hein, 5 synthèses territoriales, une par MRC et 18 synthèses thématiques. Sur les synthèses territoriales, ce qui est intéressant, bien sûr, on reprend des questions démographiques, on reprend des questions d'emploi, on reprend des questions de mobilité, hein, ultimement, tout ce qui est déplacement de domicile-travail, entre autres, mais on reprend aussi beaucoup d'éléments de diversité économique et des perspectives de développement économique pour chacune des MRC. Alors, je le disais un petit peu, on a regroupé, centralisé des données éparpillées dans plusieurs publications et plusieurs sources. Je peux vous dire d'emblée qu'il n'y a pas d'autres régions au Québec qui font ce travail-là. Il y a l'Abitibi qui le fait d'une certaine manière, mais nous, on est allé vraiment très loin. On ne parle pas du Grand Montréal parce qu'ils ont leur observatoire qui couvre plein de choses, mais pour des régions comme la nôtre, vous avez des documents extraordinaires, à mon sens. Alors, on voulait aussi dans chaque secteur d'activité, plusieurs dynamiques à l'intérieur de ces secteurs d'activité-là. On voulait observer des évolutions récentes, bien sûr, regarder sur le passé, donc on peut couvrir 10 ans dans certaines analyses, rendre accessibles les données pour permettre aux gens de planifier, mobiliser le milieu sur des enjeux de développement, mais surtout positionner l'Outaouais par rapport au reste du Québec et même au reste du Canada, appelons ça comme ça. Alors, vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. On l'a dit, je ne referai pas la liste de l'ensemble des synthèses ici, vous la regarderez telle qu'elle est. Alors, oui, c'était avant la pandémie. Puis on m'a déjà dit, ben ouais, mais maintenant, oui, mais là, il faut regarder maintenant. Attendez un instant. Ce qui est extraordinaire, ultimement, c'est qu'on a ces données-là avant la pandémie. Et ça va nous permettre, bien sûr, de regarder les tendances après la pandémie. On va être capable d'évaluer, ultimement, ce qui se passe pendant, bien sûr, mais surtout après la pandémie. On sera capable de faire des liens. Ultimement, qu'on a fait ça. Et je fais une petite citation ici. Hein. Seuls ceux qui ont la mémoire longue sont capables de penser l'avenir. C'est Nietzsche qui disait ça, j'aime bien les philosophes. Et je trouve que ça nous permet de se dire, attendez, pour avoir la mémoire longue, il faut savoir aussi d'où viennent les transformations. Et je pense que là, on va être directement dans cette optique-là. Alors, on peut évaluer ces effets sur la base de ce qui est là. Bon, alors j'arrive ici en vous disant ceci. Je ne ferai pas un résumé de toutes les fiches à votre satisfaction peut-être, parce que ce serait trop long. Donc, j'ai peu de temps. Alors, je vais passer au travers de ces fiches-là en relevant 3 éléments. Le thème général, c'est l'Outaouais, une région unique et
inclassable au Québec. Alors, unique et inclassable, ça veut dire unique parce qu'il n'y a pas d'autres régions qui ressemblent à la nôtre. Vous me direz que toutes les régions ont leurs particularités. Oui, mais on a des grosses particularités. Inclassable, ça pose un problème souvent auprès de différents ministères et de gouvernements parce qu'on aime bien être classé, mais nous, on semble être assez inclassable, ce qui peut nous ramener à penser que, ultimement, on aura, c'est pas gagné hein, d'avoir un statut particulier. On a théoriquement l'appellation mais sur certaines actions, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, je dirais que d'emblée, il y a trois éléments, trois messages dont je voulais vous parler. D'une part, quand on regarde toutes les fiches, on s'aperçoit qu'il y a une croissance démographique et de l'immigration qui est d'abord et avant tout centrée sur l'urbain et le périurbain. Ça pose des défis à d'autres MRC, bien sûr, dans ce contexte-là, on y reviendra. Il y a une situation fondation publique qui pèse sur notre volonté de diversification économique et il y a une situation globale de l'emploi et une vitalité économique qui est tout en contraste. Alors, c'est important, à mon sens, de regarder ces trois éléments-là. Puis, je vais essayer de démontrer ça au fur et à mesure de la présentation. Alors, je vais juste... Bon, voilà. D'abord, il faut comprendre que la démographie et l'immigration, vitalité sociale et économique pour l'Outaouais. Alors, sans cette vitalité-là, on aurait de sérieux problèmes de perspective et aussi de développement. De ce point de vue-là, on se rend compte que l'Outaouais est en croissance. On représente 4,7 % de la population au Québec, mais en termes de région administrative, on est au 8e rang. 73 % de la population se trouve à Gatineau. Ça, c'est pas mal inégalé. Donc, une concentration de cette population-là. On a vu la croître hein, de 11,7 % entre 2006 et 2016, mais c'est beaucoup plus que le Québec qui était à 7,8 %. 7,8 %, pardon. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rythme-là, qu'on croyait acquis au cours des années, a ralenti dans les dernières années. Donc, on voit qu'il y a des variations de population à 8,4 %, mais comparativement à 3,6 % pour la période de 2011 à 2016. Donc, on voit cette croissance-là en baisse. Regardez, on a ici les taux de croissance. J'aime bien les représentations graphiques. Vous allez voir, je vais vous en donner beaucoup. Je ne veux pas que vous lisiez tous les chiffres. Regardez les lignes, c'est déjà parlant. Et ultimement, par rapport au reste du Québec, la croissance de l'Outaouais est descendue depuis 2014-2015. On était légèrement au-dessus et on voit les choses, la courbe descendre pour parler en ces termes-là. Ce n'est pas. Alors, quand on voit en rouge ici, on s'aperçoit que, vous voyez, tout ce qui autour de Gatineau s'en tire relativement bien avec des croissances entre 0 et 10 ou même un peu plus que 10 % quand c'est en rouge. Mais là, on voit aussi des zones en bleu et en bleu foncé où là, on se rend compte qu'il y a une décroissance de la population. C'est important de le regarder comme ça. Mais regardons à Gatineau maintenant. Vous voyez, de manière particulière, on voit un phénomène, bien sûr, hein, le centre-ville de Hull, des zones où on commence à avoir une décroissance de la population et dans certains autres secteurs, et des croissances très fortes dans le secteur d'Aylmer, dans certaines parties de Gatineau et bien sûr dans le coin de Kentley. Donc, on s'aperçoit que tout ça est très movible, amovible pendant un certain nombre, sur une certaine croissance variée d'un secteur à l'autre. Quand on regarde maintenant la pyramide des âges et des sexes en Outaouais, quand on compare 2006 à 2016, on s'aperçoit qu'on voit une tendance. Hein, quand on voit les courbes, les lignes noires, on s'aperçoit que la population vieillit. Alors, ça, c'est un phénomène, c'est un peu partout au Québec, mais de ce point de vue-là, on n'y échappe pas.
On se rend compte que, bien sûr, heureusement, à quelque part, les jeunes de 0 à plus d'enfants ont des nouvelles familles, on le voit tout de suite. Donc, il y a cette courbe-là est intéressante à regarder parce qu'on voit cette évolution vers, ultimement, un vieillissement de la population. On va y revenir un petit peu. Alors, ce vieillissement de la population, c'est beaucoup dans les MRC rurales que ça se présente. Mais en plus, on y voit aussi une diminution de la part des jeunes dans ces mêmes MRC-là. Alors, dans le cas du Pontiac, de la vallée des Gatineau, les personnes de 65 ans et plus forment le quart de la population, tandis que la part des jeunes de 0 à 19 ans a glissé, tout dépendant des secteurs, mais de manière assez importante. Donc, on constate l'augmentation du poids démographique des aînés, qui est un phénomène généralisé à tous les territoires, mais ça va devenir aussi un enjeu important pour la ville de Gatineau dans les années à venir, selon les perspectives démographiques. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une tendance à la baisse de l'accroissement naturel, donc les naissances moins les décès. On affiche une nette tendance à la baisse depuis 10 ans. Et on voit que le nombre des décès devrait surpasser les naissances à partir de 2034. On voit donc des signes. Regardons là pour le futur, parce que, je le disais au départ, cette vitalité-là est importante en termes de croissance économique si on n'est pas capable d'attirer des populations. Ça peut poser une perspective quand on regarde d'ici 2041. On voit qu'il y a quand même une croissance de la population. On devrait atteindre 446 000 personnes. Alors, c'est, encore une fois, la ville de Gatineau puis la MRC des Collines qui devraient connaître la plus forte croissance. Tandis que les MRC, encore une fois, plutôt rurales, vont voir une population décroître. Et puis, la MRC de Papineau, une population un peu plus modérée. Les personnes âgées de la population pourraient passer donc de 15 % à 25 % d'ici 2041. Population plus âgée, bien sûr. Donc, on voit que même si ça demeure un peu en dessous de ce qui va se passer à Québec, Montréal et à Laval, cette tendance-là est là pour rester. Alors, dans cette RMR de Gatineau, le nombre de personnes de 65 ans et plus pourrait passer de 45 000 à 95 000 d'ici 2041. C'est important en termes de croissance. De ce point de vue-là, il s'agit de voir qu'est-ce que ça implique quand on parle de développement social, certes, mais quand on parle de développement économique aussi. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que l'Outaouais demeure encore un territoire attractif. Et parce que, ultimement, on a gagné près de 1000 personnes dans les échanges migratoires avec les autres régions du Québec. Et toutes les MRC ont enregistré un solde migratoire interrégional positif. On demeure. Montréal, Laurentides et Montérégie sont les 3 régions avec lesquelles on a cette plus forte attraction. Puis en plus, nos gains se font avec des jeunes familles, 25-44 ans, des gens, et aussi les moins de 15 ans. Alors, quand on attire beaucoup de nouveaux arrivants en provenance de d'autres provinces au début des années 2000, on se rend compte qu'avec le solde qui variait entre 1200 et 2000 personnes, on est maintenant en solde. On a maintenant un solde provincial négatif depuis 2012-2013. On disait souvent, ah oui, mais on voit, il y a plein d'Ontariens qui viennent s'installer au Québec, mais il faut faire attention, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se calcule. Alors, mais heureusement, c'est-à-dire depuis 2007-2008, on a un solde migratoire international qui oscille généralement, qui est positif bien sûr, et qui oscille entre 1000 et 1500 personnes. Encore des courbes. Regardez ces courbes-là, ce solde interprovincial, on le voit, hein, cette courbe bleue, oui, c'est à peu près bleu, de ce que c'était en 2006-2007. Et les autres courbes qui gagnent légèrement en croissance, de fait, c'est là où on voit des éléments qui sont importants.
Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que l'immigration prend tout son sens. L'importance de l'immigration prend tout son sens dans la région. On comptait en 2016 37 000 immigrants. C'est 9,8 % de la population. Et c'est une hausse de 2006. Alors, quand on regarde en dehors de la région métropolitaine de Montréal, on s'aperçoit que l'Outaouais est la deuxième région choisie le plus souvent pour les immigrants. Alors, ce sont dans presque 6 fois sur 10 des immigrants économiques. Le quart sont parrainés par des membres de famille, puis 17 % sont arrivés en tant que réfugiés. Alors, mais la grande majorité de ces immigrants-là s'installent dans la RMR d'Ottawa-Gatineau, et puis la grande majorité vivent du côté ontarien. 86 % de tous ceux qui viennent dans cette région métropolitaine de recensement vivent du côté ontarien. Donc là, de ce point de vue-là, il y a peut-être un petit travail, une réflexion à faire là-dessus. Alors, la très grande majorité des immigrants choisissent la région de l'Outaouais comme terre d'accueil et s'installent à Gatineau. Quand ils viennent du côté québécois, bien sûr, de la rive des Outaouais. Et donc là, il y a peut-être un petit souci derrière, encore une fois. Alors, on le voit, la plupart des gens viennent d'Afrique, d'Haïti, Afrique, République du Congo, la Colombie, la Syrie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Ça fait donc, de ce point de vue-là, une immigration très contrastée. Alors, où s'installe-t-il? Vous voyez que dans la grande région, il y a un petit souci, il y a beaucoup ou du moins très, très peu de rouge, de jaune ou d'orangé. C'est surtout concentré, bien sûr, à Gatineau et autour de Gatineau. Et là, on voit, encore une fois, sur cette même carte, particulièrement. Et donc, on voit bien que c'est Aylmer, Hull, un peu à Gatineau, mais très peu à l'extérieur de cette zone-là. Alors ça, je pense que c'était un message important. Et quand on regarde la proportion d'immigrants dans la population totale, vous voyez bien que la ville de Gatineau, quand on regarde 2006-2016, c'est une hausse importante, de manière générale en Outaouais, mais de légères hausses un peu partout, mais très légères, sinon une légère baisse. La concentration se fait surtout là. J'insiste sur la question de l'immigration parce que moi, je pense dans 30 ans. Je ne pense pas maintenant uniquement. Puis ça a une incidence sur l'ensemble du développement qu'on voudra faire, à mon sens. Alors, j'insiste là-dessus parce que je veux dire la population immigrante est très jeune. Alors, c'est presque 100 % des gens, 90 %, c'est des moins de 45 ans. C'est une population très scolarisée. 60 % étaient en âge de travailler, et 60 % détenaient 14 années et plus de scolarité. Les 2 tiers avaient une connaissance du français seulement ou des 2 langues officielles au moment de leur admission, ce qui n'est pas banal. Et 72 % des immigrants dans notre partie de la RMR d'Ottawa-Gatineau occupaient un emploi avec un revenu total d'autour de 40 000 $ par année, ce qui n'est pas négligeable non plus. De ce point de vue-là, je pense que pour plusieurs personnes, il faut repenser notre schème à regarder la question de l'immigration. C'est drôlement important. Et regardez la croissance de l'emploi selon les régions métropolitaines de recensement et le statut d'immigration entre 2006 et 2016. Montréal a eu une croissance de l'emploi pour l'ensemble des immigrants admis phénoménale. C'est 2 fois plus que pour la population née au Canada en termes de croissance d'emploi. Les autres régions ailleurs au Québec, et de manière générale, ce n'est pas le cas. Sauf chez nous. Encore une fois, c'est 2 fois plus de croissance de l'emploi pour les immigrants que pour la population qui est née au Canada. Ce n'est pas banal. Pensez à long terme, toujours dans cette optique-là. Donc, ça veut dire qu'ils viennent occuper des postes qui étaient drôlement importants à combler. On a un certain nombre d'atouts et de défis. Hein. On a une attractivité, comme je disais, qui est présente, une population jeune, des bonnes perspectives de croissance démographique, une population immigrante jeune, un sol migratoire interrégional qui se maintienne, et de bonnes pratiques en matière d'intégration des immigrants. Ça, c'est un élément qualitatif fort important.
On a un vieillissement accéléré de la population, un enjeu de dévitalisation des milieux ruraux, une forte dispersité de la capacité d'attraction des immigrants entre Ottawa et Gatineau et entre le pôle urbain d'ici, de Gatineau, et les MRC rurales. Puis la capacité du milieu rural d'attirer et retenir les immigrants sera un défi dans les prochaines années, bien sûr, et la reconnaissance des diplômes et des acquis des immigrants, ça, ce n'est pas gagné. Alors, là, je ramène sur ce que je vous disais, mes 3 premiers messages. Je viens de régler le premier. Le deuxième message, c'est un peu cette idée de frontière puis de l'administration publique. L'administration publique, c'est comme si on était marqué au fer rouge. Hein, ça vient teinter notre perspective de développement. Puis, ce sont des marqueurs de notre identité régionale. On ne peut pas y échapper. Pour le mieux ou pour le pire, peu importe, c'est comme un mariage et de ce point de vue-là, vaut mieux. Alors, là, on regarde sur le navettage transfrontalier. Toujours important de regarder ça, à mon sens, quand on parle de développement. Et là, on se rend compte qu'on a une caractéristique unique en Outaouais, hein, sur l'ensemble des gens au Québec qui font du navettage. Nous, en Outaouais, on représente 83% de ces personnes-là. Alors, la situation frontalière chez nous, là, non seulement on la vit, mais de fait, on est, encore une fois, unique par rapport au reste du Québec et surtout, comme je le disais au départ, inclassable. Et 34,4% de la population active, 50 000 travailleurs, qui traversent. À l'inverse, hein, il y a 4,1% des gens qui travaillent dans l'Est ontarien, pas juste Ottawa, l'Est ontarien, et qui viennent du côté québécois. 34,4%, moi, quand je suis arrivé dans la région, c'était 45%. Donc, il y a une diminution quand même, il y a une certaine proportion qui devient intéressante pour nous, parce qu'il y a plus de gens qui travaillent québécois de la région que ce que c'était il y a peu de temps, ou plutôt 15 ans. Alors, Gatineau concentre le plus important pourcentage de navetteurs de la population observée, mais c'est dans la MRC du Pontiac aussi qu'on enregistre le deuxième plus haut taux de navetteurs transfrontaliers sur le territoire. Il ne faut pas oublier le Pontiac. Ils sont liés aussi avec tout ce qui est de l'Est ontarien, particulièrement la région de Pembroke, et c'est une réalité qui est incontournable pour eux aussi. Vous le voyez, là, le gros trait noir, on sait d'où ça part et d'où ça vient, mais il y a aussi du navettage léger dans d'autres secteurs, et donc vous aurez dans l'ensemble des fiches, particulièrement dans la MRC, vous aurez tous ces déplacements d'une MRC à une autre, donc ça vous donne d'emblée une vision fort intéressante des choses. À mon avis, c'est des cartes incontournables. Je le disais, la situation s'améliore un peu. Hein. On passait en 2006, on était à 30 heures, maintenant on est à 34,6. Quand je suis arrivé, je le disais, en 1991, c'était au l'ordre de 44%, donc une belle amélioration. Alors, la MRC du Pontiac voit un petit peu sa population, son nombre de travailleurs transfrontaliers augmenter. C'est intéressant aussi. Et encore une fois, il y a une légère augmentation dans l'Est ontarien, donc des gens de l'Est ontarien qui viennent travailler de ce côté-ci de la rivière. Bon, intéressant. Mais on se rend compte aussi que plusieurs résidents d'Ottawa traversent régulièrement la frontière, fréquenter les établissements postsecondaires. En 2017, on estimait à près de 6 000 étudiants de l'Outaouais, 6 500 qui étudiaient dans les collèges et universités d'Ottawa. C'est pas banal. Et en même chose, en 2006 et 2017, on estimait environ 139 000 le nombre de patients traités annuellement dans un établissement de santé situé dans l'Est ontarien. Alors, réflexion à faire sur ce genre de choses, bien sûr. Alors, où se trouvent nos emplois en Outaouais? Puis là, je regarde ça avec vous, là, en termes de secteur, c'est intéressant aussi. En 87% des travailleurs qui occupaient un emploi dans le secteur des services tertiaires. Alors, au Québec, c'est 79,8, 87,2, c'est même supérieur à la ville de Québec. Un secteur secondaire, construction et fabrication, qui fournit de l'emploi à 11,2 seulement de la population. Puis le secteur des biens et des services, on se rend compte que là, on est à 1,7. Quand on parlait de diversification, vous comprendrez que là, on peine
un petit peu de ce point de vue-là. Les secteurs, bien sûr, quand on regarde de 11,2 bien, essentiellement, c'est 7,8 de ce 11,2 %-là, c'est de la construction. Alors, puis 3,4 dans ce qu'on appelle le secteur de la fabrication. Alors, dans le secteur des services, hein, le fameux tertiaire, c'est 44 des emplois dans le secteur des services publics, hein, enseignement, santé, services sociaux, administration publique. À peu près dans les services au ménage, qu'on appelle les commerces de détail, culture, loisirs, puis 18 dans le secteur des services moteurs, commerce de gros, transport, entreposage, etc. Alors, quand on se compare au reste du Québec, on voit tout de suite la partie bleue de la chose, qui est bien sûr les services publics, et la forte présence de ce service public-là au Québec, c'est-à-dire chez nous, par rapport au Québec, est encore une fois assez importante. Et ce qu'on constate aussi, c'est ce que je parlais, les services moteurs. Alors, on est quand même de l'ordre en dessous de la moyenne québécoise. Alors, on dit que l'administration publique est dominante. Hein? Alors, parmi la population active âgée de 15 ans et plus, c'est presque 22 qui occupent un emploi dans le secteur de l'administration publique, comparativement à 6,2 au Québec. En Outaouais, l'emploi dans l'administration publique fédérale domine avec 82,8 suivi de l'administration publique locale, 11,9 et provinciale, 4,8 Vous voyez où ça se... Et on voit dans l'ensemble des secteurs, des MRC, quelle est cette proportion, où se situe cette proportion-là. Et on se rend compte assez rapidement que, bien sûr, il y a pour plusieurs des MRC rurales, ou des MRC de manière générale, mais Papineau, la vallée de Gatineau, le Pontiac, l'administration locale et régionale est importante pour le développement de ces communautés-là. Et je pense qu'il faut le souligner aussi. Même une proportion grande aussi dans plusieurs secteurs, comme je le disais, pour l'administration publique. Alors, juste quelques faits pour le marché du travail en Outaouais. On parlait de 214 000 personnes actives sur le marché du travail pour un taux d'activité de 65,9 203 000 personnes qui occupaient un emploi et 10 600 personnes étaient au chômage. Pas si mal, parce que avant la pandémie, bien sûr, on s'en tirait relativement bien. Alors, un nombre de résidents de l'Outaouais qui travaillent qui a augmenté de 1,4 et le taux de chômage était relativement bas. Et ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est que le nombre de travailleurs à temps plein forme 83,5 des personnes en emploi et les travailleurs à temps partiel le reste. C'est beaucoup plus que dans beaucoup de régions du Québec et ça, c'est du point de vue de la capacité d'attraction et de rétention d'une main-d'œuvre que les emplois à temps plein, ça demeure important. Mais il y a un écart extrêmement important sur les taux de chômage entre Gatineau et autour de Gatineau, avec un taux relativement bas, mais il est double dans les MRC rurales. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a un contraste très important entre la Gatineau et la MRC, une partie de la MRC des collines, et le reste de la région, et je pense qu'il faut toujours en tenir compte. Mais si on regarde les perspectives dans 10 ans, vous allez voir que quand même, il y a une augmentation quand même importante du nombre d'emplois. Pour l'ensemble du Québec, le nombre d'emplois a augmenté de 9,8 mais l'Outaouais se classe au 11e rang pour la croissance des emplois par rapport aux autres régions administratives. En 10 ans, la hausse d'emploi a profité, comme je disais, des emplois à temps plein, très peu à temps partiel, sur les 10 dernières années. Le taux d'activité est en baisse constante depuis 2008. Alors, possiblement, c'est lié au vieillissement de la population. Alors, on voit que ce taux d'activité est important dans un contexte aussi, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, là, il y a un travail à faire possiblement, mais j'y reviendrai. Alors,
on voit que le taux d'emploi connaît une petite baisse et que la baisse significative, c'est dans cette période-là, c'est pour cette période-là, parmi les régions du Québec, c'est quand même assez important. Alors, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, on en rit presque, hein, parce qu'on se dit, ben ouais, mais là, on n'est plus dans la pénurie de main-d'œuvre, mais attendez, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne va pas revenir dans 5 ans à ce qu'on était, et bien au contraire. Pourquoi? Parce que les départs à la retraite constituent le principal facteur à l'origine des besoins de main-d'œuvre. Pour la période de 2017 à 2020, on prévoit que les 3/4 des emplois à pourvoir le seront pour 7. Alors, on voit que le nombre de postes vacants a augmenté entre le deuxième trimestre de 2018 et de 2019. C'est 915 postes vacants supplémentaires. Puis donc, on parle d'une hausse quand même à la grandeur du Québec aussi importante. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre de postes vacants s'accompagne d'une diminution notable des candidatures. Alors, ça aussi, c'est un élément à considérer. Et je pense qu'on a plusieurs personnes qui sont dans le domaine. C'est un phénomène qui risque de se perpétuer pour un certain temps. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, ici, c'est qu'il y a un indice de remplacement de la main-d'œuvre qui est calculé depuis un certain temps. Puis nous, on l'a adapté chez nous. Et on regarde cet indice-là. Et quand on est à un indice de 100, ça veut dire que ce n'est pas si mal. De fait, on compare les jeunes de 20 à 29 ans par rapport à ceux qui donc, sont en mesure de travailler par rapport à ceux de 50 à 64 ans qui vont éventuellement sortir. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un souci de ce point de vue-là. Il y a un remplacement de main-d'œuvre qui va être extrêmement important à faire dans les prochaines années. Peu importe la situation, à moins que le COVID nous tue tous, là, on n'espère pas. Mais on est vraiment dans une situation où, dans les prochaines années, il va y avoir cet indice qui va nous rentrer dedans. On est au 5e rang des régions l'indice le plus élevé, derrière le nord du Québec, Montréal, Laval et la région de Québec. Alors, voyez-vous, c'est quand même, en termes de perspective, un indice intéressant à regarder. Là, je vais juste, je ne vous demande pas de lire ce tableau-là, c'est quand même, ce que j'ai mis en vert dans ce tableau-là, c'est là où la situation, par rapport, en 2008 et 2018, là où dans les secteurs d'activité économique, là où les choses vont relativement bien. On parle de la construction, secteur des services, le transport, entreposage, les services aux entreprises, bien sûr, les services d'enseignement, services de santé et d'assistance sociale, 3,7 d'augmentation, et les besoins sont encore criants. Services d'hébergement et de restauration, plus 0,4. Il y a sans doute un petit déclin là, mais ça veut dire que ça peut aussi éventuellement reprendre. Et les autres secteurs, même l'administration publique, les administrations publiques, on voit qu'il y a une légère baisse entre 2008 et 2018. On est quand même encore assez dépendant de ces secteurs-là. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas si mal. Plusieurs des secteurs sont en croissance. Là où ça fait un petit peu plus mal, c'est le secteur de la production de biens, hein, qui est en baisse là, de 1 en termes d'emploi. Donc, encore une fois, c'est cette idée qu'on veut diversifier, mais on semble avoir un petit peu encore de la difficulté là-dedans. Sauf que là, je ne vais quand même pas rester sur des choses, parce que remarquez, jusqu'à maintenant, c'est assez positif tout ça. On voit que l'entrepreneuriat est en hausse dans la région. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Ça doit faire 20, 50, 30 ans qu'on travaille sur cette question d'entrepreneuriat et on commence à voir les fruits. Alors, surtout, bon, on voit que le nombre d'entrepreneurs a augmenté. C'est quand même 685 sur 6355. C'est quand même une hausse intéressante. Notre taux d'entrepreneuriat est passé de 1,9 à 2,1. 2,4 au Québec. Alors, on sent que le taux d'entrepreneuriat chez les femmes progresse plus rapidement que le taux d'entrepreneurs global.
Alors, on est dans le quatrième rang des régions ayant connu la plus forte croissance là, sur ce chapitre-là. Et pour avoir une augmentation quand même de 395 entrepreneurs pour un total de 1875. Alors, le taux de jeunes entrepreneurs aussi a augmenté, ce qui est positif, et le nombre de jeunes entrepreneurs qui peut-être 15 à 39 ans, vous allez dire, oui, mais c'est quand même de ce point de vue-là un élément intéressant. C'est 85 de plus là, que c'était il y a quelques années. Alors, là, il y a une petite nuance. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit que quand on regarde les années 2008-2018, puis qu'on regarde l'évolution du travail autonome, on voit que dans la région, de manière générale, il y a une baisse, mais ces baisses-là, quand on regarde, elles sont à peu près partout le cas, mais on voit de manière générale quand même que c'est très important le travail autonome pour les MRC rurales. Et moi, je pense que dans les prochaines années, ça va devenir encore plus important. Et je pense que l'expérience du télétravail, qu'on aime particulièrement bien, va voir ou permettre d'accroître cette capacité de travailleur autonome, surtout si naturellement on est en mesure d'offrir des serviettes à haute vitesse un peu partout. Alors ça, c'est aussi un enjeu. Alors, dans les perspectives et tendances, selon Desjardins, on devrait connaître une croissance continue de l'emploi. Alors, tandis que le taux de chômage devrait maintenir sa tendance baissière pour atteindre 3,9 % en 2020. Vous avez compris qu'en 2020, c'est maintenant et qu'on n'est pas tout à fait là. Mais reportons ça peut-être en 2021 et 2022 et je pense qu'on pourrait y arriver assez facilement. Alors, MRC rural, on parlait du vieillissement accéléré de la population, puis combiné à l'exode des jeunes, ce qui complique la situation du marché du travail. La pénurie de main-d'œuvre, d'ailleurs, pourrait s'aggraver si on n'arrive pas à former dans la région des travailleurs nécessaires pour combler les emplois vacants. Ça, c'est un enjeu. On a beau attirer des immigrants, on a beau attirer des gens des autres régions du Québec, mais il faut former les gens ici. Je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Il va falloir le répéter encore par beaucoup. Il faut aussi considérer que 60 % des emplois à combler nécessitent un diplôme d'études collégiales et universitaires. Alors, il y a un travail à faire là-dessus. Donc, dans les perspectives d'emploi de 2019, on indique peut-être une remontée du secteur de la production de biens, ce qui serait extrêmement intéressant. Et, mais encore une fois, c'est beaucoup attribuable à la bonne performance de l'industrie de la construction et aussi de la fabrication en termes de perspectives d'emploi. On sent gagner un peu plus à ce niveau-là. Je vais terminer ma présentation. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je perds un peu de temps. Là. Oui. Bon, OK. Alors, je finis vite là-dessus. Il s'est fait construire dans les dernières années un indice de vitalité économique de l'Outaouais. Alors, l'IVE, c'est une moyenne de la somme de 3 indicateurs très importants. La dynamique démographique, bien sûr, le marché du travail, puis le niveau de vie. Alors, donc, cet indice-là, pour la ville de Gatineau, très favorablement à l'échelle du Québec, 3e rang du classement des municipalités de 100 000 et plus, après Lévis-Terrebonne. À l'échelle régionale, il y a des municipalités qui ont des indices très élevés, fort intéressants, mais cet indice-là, dans les municipalités rurales, montre un indice très faible. Et donc, quand je parlais de fracture entre l'espace rural et le milieu urbain et périurbain, cette fracture-là. Et encore une fois, je vous mets ça dans le mille sur une carte, ça vous donne ceci. Alors, vous voyez où cet indice de vitalité est le plus fort. En guise de conclusion, parce qu'il faut que j'arrête, l'état de situation économique, pour nous, c'est un outil qui doit servir de levier de discussion, de construction d'un diagnostic partagé entre les différents intervenants. Puis ça doit aussi être un moteur pour
d'action pour passer de l'ordre actuel qui soulève des enjeux importants, j'en ai nommé quelques-uns, à un état désiré et souhaité par tous les intervenants. Et donc, on parle d'une discussion, d'un diagnostic, puis de passage à l'action pour arriver à quelque chose de différent dans 10 ans. Mais en même temps, ça doit être un instrument de sensibilisation et d'interpellation, d'après nous, auprès des décideurs de tous les paliers gouvernement, ici et ailleurs. Alors, merci infiniment.